bougez pas. Ah ouais, Et on ça va c'est arrêter ça tout de suite. alors, participants, j'y vais. Voilà. Je crois que ça va se jouer là-dessus. Je mets quoi? Autoriser l'enregistrement des fichiers. Oula, Non, autoriser le partage de l'écran. il est où, vous voyez? Je vais mettre nommer animateur, on verra. Non, c'est pas une bonne idée. Euh, comment est-ce qu'on... Dis-moi, dis-moi. Il y a Eric, tu vois Eric arriver dans l'allée? Attends, je regarde ton truc parce que Dis-moi. il n'est pas comme le mien là. Non, t'as pas un partage d'écran quelque part? Attends. Là. Autoriser, permettre les participants de se renommer, mettre, activer la salle d'attente. Non. Dis-moi Eric. Laisse-moi regarder. Un partage d'écran. Plusieurs participants. Est-ce que c'est bon comme ça? Ouais, c'est bon. C'est bon. Attendez, voilà, c'est bon, c'est bon. Parfait. OK, on a ça. Voilà, on est professionnels, mais moyens. All right. Et voilà. Est-ce que vous voyez? Impeccable. Bon, eh bien, écoutez, on va y aller. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'équation de Drake, mais d'abord, qui était Frank Drake, qui nous a quittés en septembre 2022. Frank Drake, c'était un astrophysicien américain. Il a fait ses études à Cornell. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais Cornell, c'est une très grande université pour l'astronomie américaine. Carl Sagan venait de Cornell aussi. Et ils ont d'ailleurs travaillé tous les deux ensemble. Ils étaient à peu près de la même promotion. Et donc, Frank avait un doctorat en astronomie. Et il était mon prédécesseur comme directeur du centre de recherche à Carl Sagan. Et il a travaillé à Green Bank, c'est le radiotélescope que vous voyez derrière lui, à gauche. Et puis, il a aussi travaillé au JPL. Vous connaissez peut-être le JPL pour les missions qu'ils font à l'heure actuelle. Toutes les missions planétaires, en gros, viennent de JPL, que ce soit Galileo, Voyager, maintenant les missions martiennes et bientôt la mission vers Europa, c'est fait au JPL. Il était aussi à l'université de Santa Cruz et finalement aussi à l'Institut SETI. Et il est l'un des pères fondateurs de la recherche SETI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SETI? Ça veut dire la recherche de vie intelligente extraterrestre. Alors, bien évidemment, à son époque, et spécialement en 1961, les extraterrestres, c'était un petit peu la science-fiction, on le voyait dans les livres, on en parlait peut-être un petit peu, il y avait des idées que peut-être Mars aurait une civilisation aussi, ça faisait partie de l'histoire des canaux de Mars et puis des canaux de Schiaparelli et de Lowell, mais lui, il pensait qu'on pouvait utiliser, Franck a pensé qu'on pouvait utiliser une des découvertes faites pour la Deuxième Guerre mondiale pour l'écoute des signaux extraterrestres. Et son idée, c'était d'utiliser le radar, donc, et de tourner les radars vers le ciel et d'écouter si on était seul dans l'univers, s'il n'y avait pas des civilisations extraterrestres qui pourraient être là et qui essaieraient de communiquer avec nous. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ce que vous voyez à gauche, donc, comme je le disais, c'est le radiotélescope de Green Bank. Et Green Bank, c'est un endroit intéressant parce que finalement, c'est là où l'équation de Drake, elle est née. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que Frank a eu cette idée donc d'essayer de tourner le radar vers le ciel et ça a intéressé la NASA à l'époque. Et la NASA lui a dit, après qu'il ait démontré son projet, lui a dit, écoutez, essayez de réunir des experts et de voir si on peut créer un programme qui nous permettrait de faire de l'écoute de signaux extraterrestres. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour organiser son programme, il s'est dit, OK, si je veux essayer de savoir si ce programme est valable, il faut que j'essaye d'estimer quel peut être le nombre de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée à l'heure actuelle. Et donc, cette équation, elle est née là. On va en parler dans un petit moment, mais c'est exactement comme ça. Elle est née complètement, je dirais, pas vraiment par hasard, mais simplement parce qu'il avait un programme, une réunion, une conférence à organiser et qu'il essayait de penser à son agenda. Donc, à son époque, les extraterrestres, c'était ça, c'était la littérature. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, et comme vous le remarquerez, ils ont tous un petit peu des ressemblances anthropomorphiques, mais à cette époque-là, c'est tout ce
qu'on s'imaginait. Et E.T., c'est venu plus tard, mais c'était vraiment la littérature. Frank, lui, il va être le premier à donner à la science un moyen intellectuel de quantifier la recherche de civilisations extraterrestres. Et l'équation de Drake, c'est ça. Alors, ça paraît beaucoup de choses. J'ai mis des couleurs pour que ce soit un petit peu moins impressionnant. Mais en fait, ce n'est pas compliqué du tout. C'est extrêmement intuitif. Et il faut vous souvenir qu'en 1961, il y a donc pas loin maintenant de 40, qu'est-ce que je raconte, 63 ans, notre connaissance de l'espace, elle vient uniquement des télescopes terrestres. Il n'y a pas d'autre chose. On va envoyer la première sonde vers Vénus et Mars 2 ans plus tard. Donc, on n'a absolument aucune connaissance même du système planétaire en dehors des télescopes. Et qu'est-ce que Frank il se dit? Il se dit, bon, ben, est-ce que ça vaut la peine de créer un programme SETI? Pour savoir si ça vaut la peine, il faut essayer d'estimer combien il pourrait y avoir de civilisations dans la Voie lactée. Et pour faire ça, il essaye de penser qu'est-ce qu'il faut pour qu'une civilisation, comme la civilisation humaine, se développe. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on en arrive là? Alors, dans l'équation de Drake, si vous voyez mon curseur ici, le N, c'est ce nombre. C'est le nombre de civilisations extraterrestres qu'il pourrait y avoir dans la Voie lactée, seulement dans la Voie lactée. Le nombre R, ici, c'est le taux de naissance d'étoiles comme le Soleil qu'il pourrait y avoir par an dans la Voie lactée. Alors, c'est un taux, mais aussi les étoiles qui sont considérées sont des étoiles uniquement comme le Soleil. Encore une fois, 1961, pourquoi on choisit seulement les étoiles comme le Soleil? Ben, parce que de manière évidente, ça a fonctionné pour la Terre. Donc, on va se concentrer sur ce genre d'étoiles pour le moment. Ensuite, et peut-être avant de continuer dans l'équation de Drake, ce que vous voyez ici, c'est que l'équation de Drake, c'est en fait pas une équation du tout. Hein. C'est une formule probabilistique. Ça veut dire que on calcule la probabilité ou le taux que quelque chose arrive, comme ici, combien y a-t-il d'étoiles comme le Soleil qui naissent dans la Voie lactée? Ça vous donne un nombre. Ensuite, le deuxième taux ici, c'est combien de ces étoiles comme le Soleil ont des systèmes planétaires qui orbitent autour d'elles. C'est ce nombre-là. Alors, comme vous voyez, ces deux premiers termes, ils sont centrés sur l'astronomie, l'astrophysique et notre connaissance en cosmologie. Une fois qu'on a ces termes-là, on avait donc au départ un grand nombre d'étoiles comme le Soleil. Et en plus, ensuite, on se dit, bon, bah, quelle est la probabilité que quelques-unes aient un système planétaire? Vous avez déjà un nombre qui est plus petit. Ensuite, dans ces systèmes planétaires, combien y a-t-il de planètes qui ont développé un environnement pour la vie? Ça réduit encore le nombre. Parmi ces planètes qui ont un environnement favorable pour la vie, combien y en a-t-il qui ont développé la vie? Alors, ces deux termes-là, comme vous le voyez, je vais revenir en arrière, ces deux termes-là nous demandent de nous intéresser aux sciences de la Terre, aux sciences de l'environnement, à l'écologie, aux sciences planétaires. Parmi ces planètes qui développent la vie, combien y en a-t-il qui ont développé l'intelligence? Combien y en a-t-il parmi ces planètes qui ont développé l'intelligence? Y en a-t-il qui vont développer une civilisation? Ici, on s'intéresse à la sociologie, à l'histoire, à l'anthropologie, à la neurologie. Il y a des tas de choses qui rentrent en compte. Et vous vous rendez compte, donc, on est parti d'un nombre qui est pas forcément très large. Sur une année, il y a environ 6 à 12 étoiles comme le Soleil qui naissent dans la Voie lactée chaque année. Et on arrive à un nombre ici qui est encore plus petit. Mais la Voie lactée, elle a 13 milliards et demi d'années. Elle est très vieille. Donc, si vous multipliez ce nombre, vous vous dites, ça fait quand même quelque chose d'assez grand. En fait, Frank, quand il a fait sa première estimation, le chiffre allait entre 10 000 et 1 million pour le nombre de civilisations potentielles extraterrestres dans la Voie lactée. Mais ça ne veut pas dire tout à la fois. Ça veut dire pendant toute la vie de la Voie lactée, jusqu'à maintenant, 13 milliards et demi d'années. Et ensuite, il y a un petit peu le joker de l'équation de Drake. C'est ce L ici. C'est quelque chose qui est très, très différent de tous les termes que vous avez vus avant. L, c'est une durée.
Et c'est probablement celui qui impose le plus de contraintes, le plus d'interrogations dans l'équation de Drake, parce que c'est la durée de vie d'une civilisation extraterrestre. Mais pas seulement sa durée de vie en tant que civilisation, c'est aussi la durée pendant laquelle elle est visible. On peut capter sa communication. Et on verra tout à l'heure qu'il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles, d'un seul coup, une civilisation disparaît littéralement des écrans radars. Donc, on va discuter de tout ça. À l'époque, en 1961, Frank Drake dit il y a entre 10 000 et 1 million de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée qui ont dû se développer au cours de son histoire. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en 1961, c'était seulement la Voie lactée. C'est ce qu'on connaissait le mieux. Et donc, 6 à 10 environ étoiles comme le Soleil qui se développent chaque année. Mais l'univers, ce n'est pas seulement la Voie lactée. Et on va voir maintenant qu'est-ce qui est advenu de l'équation de Drake, comment on entrevoit l'équation de Drake et la possibilité de vie et de civilisation extraterrestre dans l'univers aujourd'hui. Alors aujourd'hui, eh bien, vous avez entendu parler du télescope de James Webb, qui est une nouvelle génération des télescopes cherchant dans l'univers, mais lui nous permet de voir très très loin dans le ciel profond. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que, eh bien, dans l'univers, il y a quelque chose comme 120 milliards à quelques milliards de galaxies dans l'univers. Chaque galaxie a environ 200 milliards d'étoiles à l'intérieur de ces galaxies. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas seulement la Voie lactée, c'est quelque chose qui est énorme. Et on sait que dans l'univers, il y a environ 150 milliards d'étoiles qui naissent chaque année dans l'univers. Ça veut dire qu'il y en a environ 275 chaque jour. Chaque jour, il y a 275 étoiles qui naissent. Et ce sont des étoiles qui ne sont pas seulement comme le Soleil. Ce que vous voyez ici, que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle les piliers de la création. Et à l'intérieur de ces régions rouges que vous voyez là, tous ces petits points rouges que vous voyez, ce sont des étoiles qui naissent. Ce sont des berceaux d'étoiles. Et parmi ces étoiles, il y en a de tout tas de types différents. Alors, le type d'étoile qu'on a, c'est la classification que vous voyez ici. C'est véritablement des classifications qui sont liées à la taille, à la luminosité de l'étoile et aussi à la masse de l'étoile. Le Soleil, notre Soleil, c'est une étoile de type G. Ici, vous avez des étoiles plus petites et plus froides. L'échelle va dans cette direction-là. Vous allez vers la gauche, ce sont des étoiles plus froides et plus petites. Quand vous avez des étoiles comme celle-ci, ce sont des étoiles extrêmement lumineuses. Celles-là, de type O, elles sont autour de 40 000 à 1 million de fois plus lumineuses que le Soleil. Ce sont des étoiles aussi qui peuvent atteindre 1 milliard, un peu plus d'1 milliard de kilomètres de diamètre. Ça veut dire que si vous les mettiez à la place de notre Soleil, elles occuperaient le système solaire jusqu'à Jupiter. C'est la taille de ces étoiles-là. Mais par contre, elles viennent avec un petit peu un problème, c'est que plus on est gros, plus on est massif et plus on brûle d'énergie rapidement et moins la durée de vie, elle est longue. Mais la raison pour laquelle vous voyez cette ligne ici, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouveaux télescopes et les nouvelles missions, comme l'ancienne mission de Kepler qui s'est arrêtée maintenant, TESS qui continue toujours, ou le James Webb, on a trouvé des systèmes planétaires autour de toutes les autres étoiles ici. Il y a seulement autour des étoiles de type O que pour le moment, on n'a pas trouvé de système planétaire. Alors, on va en parler encore un petit peu maintenant. Est-ce que la formation des systèmes planétaires, elle est commune ou pas? Vous vous rappelez, c'est ce facteur de l'équation de Drake, ici. Combien y a-t-il d'étoiles qui développent des systèmes planétaires? Aujourd'hui, et c'est une moyenne, on sait que à chaque fois que vous regardez le ciel et que vous voyez une étoile, il y a en moyenne une planète qui orbite autour de cette étoile.
Ça veut dire, bien entendu, qu'il y a des étoiles qui n'ont pas de planètes, mais il y en a d'autres, comme le système solaire, qui ont plusieurs planètes orbitant autour d'elles. Ce que vous voyez ici, c'est un nuage dans la région d'Orion. Et comme vous le voyez ici, les étoiles se forment par effondrement gravitationnel de nuages de poussière et de nuages de gaz. Ce que vous voyez ici, ce sont des systèmes planétaires en formation. Et à l'intérieur de ces systèmes planétaires, on peut voir des disques protoplanétaires, c'est-à-dire des planètes qui sont en train de se former. Ici, vous en voyez une. On a caché l'étoile parce que si vous regardez tout droit dans une lumière, évidemment, vous voyez plus ce qui se passe autour. Et pour être capable de voir les planètes qui sont toutes petites, vous êtes obligé de masquer ce qu'on appelle un coronographe. Vous êtes obligé de masquer l'étoile qui se trouve au centre. Et là, vous voyez une planète en train de se former ici. Il y en a deux autres qui sont en train de se former ici. Dans l'imagerie visible, vous voyez pareil, une étoile qui a été masquée ici et trois planètes qui se projettent autour. C'est la même chose ici. Les systèmes planétaires, les planètes, c'est quelque chose d'extrêmement commun. C'est quelque chose qu'on ne savait pas en 1961. Non seulement, il n'y a pas seulement les étoiles comme le Soleil qui sont capables d'avoir des systèmes planétaires, la plupart des étoiles sont capables d'avoir des systèmes planétaires. Et autour de ces étoiles, pratiquement toutes ont des planètes qui orbitent. Alors, comment on sait qu'il y a des planètes? Très, très rapidement, vous avez probablement entendu parler de comment on détecte les planètes. Aujourd'hui, la méthode la plus commune, c'est la méthode du transit. C'est une méthode photométrique. Ça veut dire que si vous avez une lumière qui est cette étoile ici et que vous avez une planète qui passe devant, eh bien, la luminosité de l'étoile va baisser. Alors évidemment, l'affaissement de la courbe, il est proportionnel au diamètre de la planète. Généralement, ce sont des petites planètes. C'est extrêmement difficile à détecter, mais c'est détectable avec les instruments qu'on a aujourd'hui. Et plus la planète est large, évidemment, et plus l'espace dans cette courbe va être grand. Donc la méthode du transit, c'est celle qui nous a permis de détecter le plus de planètes aujourd'hui. Il y a la méthode Doppler aussi. Ça veut dire que quand vous avez une étoile qui est toute seule, elle va avoir un signal particulier dans l'espace. S'il y a une planète qui tourne autour d'elle et qui la perturbe, l'effet Doppler va être modifié. C'est comme ça qu'on sait qu'une planète gravite autour. Vous avez vu celle-là tout à l'heure, c'est l'imagerie visible. On est capable aujourd'hui, avec les instruments qu'on a, de prendre des images en direct, c'est-à-dire dans le visible. Sans avoir besoin de passer par d'autres méthodes comme celle-ci, on est capable d'imager avec les coronographes la présence de planètes qui sont en train de naître. Et généralement, on fait ça dans l'infrarouge, tout simplement parce que les planètes qui naissent, c'est par accrétion, c'est-à-dire par agglomération de tas de matériaux, et donc ça dégage beaucoup de chaleur, et dans l'infrarouge, ça va donner un signal très, très fort. Il y a quelque chose ici qui est une méthode que j'aime beaucoup, qui utilise la théorie d'Einstein et qui est la lentille gravitationnelle. Ça veut dire que quand vous avez des énormes amas galactiques ou des énormes étoiles qui sont présentes, ça déforme l'espace. Et donc, ça sert sur le bord de lentille gravitationnelle et ça, comme une loupe, ça va grossir l'espace dans cet endroit et vous allez être capable de voir des planètes que vous ne pouvez pas voir la plupart du temps. Et autrement, il y a l'astrométrie, ça veut dire simplement on regarde comment une planète, elle bouge. Si elle est toute seule, eh bien, elle bouge d'une certaine façon. S'il y a une planète qui gravite autour, elle va bouger d'une autre manière. Donc, c'est comme ça qu'on détecte les planètes et on en détecte tout le temps. Je vous ai mis un nombre. Et ici, c'est le nombre qu'il y avait il y a 2 jours. Si je regarde aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on a 5573 exoplanètes, on les appelle exo parce qu'elles sont en dehors du système solaire, qui ont été confirmées. Ça veut dire qu'on a pu les observer plusieurs fois et qu'on a pu confirmer que c'était bien ça et pas un artefact. Il y a un peu plus de 10 000 candidats qui restent à confirmer et ça demande plus d'études. Mais par contre, regardez, il y a environ 4151 systèmes planétaires. Ça veut dire des systèmes comme notre système solaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exactement les mêmes. En fait, ils sont souvent très différents, mais des systèmes de plus d'une planète qui gravite autour d'une étoile.
Vous avez des tas aussi de planètes différentes, ce qui est une révélation des missions spatiales et terrestres d'exoplanètes. Il y a environ 4% des exoplanètes qu'on a découvertes qui sont de type terrestre, ça veut dire du type comme notre Terre ou Mars, par exemple. Alors, pourquoi le chiffre est tellement petit ici? C'est simplement un effet de technologie. C'est notre résolution. Ça ne veut pas dire qu'il y en a peu. En fait, il y en a certainement beaucoup, parce que la nature a tendance à faire beaucoup plus de petites choses que de grosses choses. Et donc, en fait, cette tendance va s'inverser quand on aura une résolution plus grande. Il est tout à fait possible que les planètes de type terrestre seront les plus abondantes dans la statistique qu'on a. Les super-Terres qui sont ici, eh bien, ce sont des planètes de type terrestre qui sont 2,5 fois à 10 fois plus massives que notre Terre. Ensuite, vous avez des géantes gazeuses et celles-là, ce sont des planètes de type Jupiter. Et en fait, celles qu'on a découvertes les premières, parce que ça fait partie des plus grosses, bien évidemment. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus massives que Jupiter et elles ont tendance à se former très, très près de leur étoile. Et puis, il y a tout un tas d'autres planètes qu'on dit neptuniennes qui sont de la taille d'Uranus et de Neptune et qui ont aussi des physiques extrêmement complexes. Et ce qu'on découvre dans tout ça, c'est qu'en fait, il y a des tas de notions d'habitabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une planète habitable. Il y a des tas de choses qui changent, des choses qu'on a découvertes, des planètes qu'on ne connaissait pas. Ça nous permet de repenser aussi à la manière dont le système solaire s'est formé et à l'apparition de la vie dans l'univers. Donc ça, ce sont des choses très importantes. En 1961, le seul système solaire qu'on connaissait, c'était le nôtre. Aujourd'hui, eh bien, la vision qu'on a dans l'univers, c'est quelque chose de très différent. Et dites-vous bien que ce chiffre-là, il est obtenu simplement dans une toute petite zone de notre Voie lactée. C'est même pas l'ensemble de la Voie lactée. On commence seulement à explorer maintenant avec la mission TESS l'ensemble de la Voie lactée. La plupart de ces chiffres-là viennent de la mission Kepler. Et Kepler était vraiment centré sur 2 petites zones. Ça veut dire en fait que dans notre Voie lactée, il y a autant de planètes que d'étoiles, on le sait aujourd'hui, et les systèmes planétaires sont extrêmement communs. Alors, il y a environ 300 millions de planètes qui sont situées dans la zone habitable de leur étoile. On va en parler dans un petit moment. Et parmi toutes ces planètes, il y en a environ 4% qui sont de type terrestre. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 300 millions? Ça paraît un très, très gros chiffre. Mais il faut vous dire aussi qu'il y a un problème quand on observe l'univers, c'est que ce n'est pas un instantané. Et même quand les étoiles et les planètes sont proches, on est séparés par des années-lumière. Ça veut dire que eh bien, la lumière, elle voyage à 300 000 km par seconde. Et dès que vous avez une étoile qui est à 100 années-lumière ou plusieurs milliers d'années-lumière, ça veut dire qu'on a un instantané de cette époque-là. Il a fallu autant d'années que ça pour la lumière pour nous arriver. Et il y a aussi le fait que les planètes ne sont pas stables lorsqu'elles se forment. Elles ne sont pas nécessairement sur l'orbite. Quand on les observe, elles ne sont pas nécessairement à la place où elles étaient au moment où elles se sont formées. Et c'est très important, en particulier quand il s'agit de comprendre si elles sont habitables ou pas. Vous avez aujourd'hui des planètes qui se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, mais qui ont été formées beaucoup plus près de leur étoile. Ça veut dire qu'ils n'ont probablement pas assez d'eau pour pouvoir soutenir la vie telle qu'on la connaît, ou encore qui se sont formées beaucoup plus loin. Donc, il faut faire attention. Ces chiffres-là, ils seront révisés dans les années qui viennent. Mais pour le moment, c'est cette vision qu'on a d'un univers où les planètes et les systèmes planétaires sont extrêmement abondants. Et on verra aussi qu'il n'y a pas que la zone habitable qui compte quand on essaye de comprendre où la vie démarre. Alors, juste une petite image pour se faire plaisir. Ce que vous voyez là, c'est un tout nouveau système planétaire vu par la tranche dans la constellation d'Orion. Au centre, ce que vous voyez ici, c'est l'étoile qui commence à peine à briller. Ici, c'est le disque de poussière. Si vous regardez cette image,
C'est exactement ce à quoi on ressemblait il y a 4,5 milliards d'années avec le système solaire. Sauf que le système solaire était beaucoup plus grand, il était 4 fois plus grand que ça, mais c'est exactement ça. Voilà à quoi ressemble un système planétaire au moment où il naît. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe pour ce système planétaire? On va revenir à nos types d'étoiles. Pour savoir si la vie peut s'y développer, il y a des conditions qui ont besoin d'être respectées. Et pour le moment, je vais parler de la vie telle qu'on la connaît, tout simplement parce que on sait que ça marche déjà. Les éléments qui nous composent sont extrêmement communs dans l'univers. Et c'est aussi plus facile de pouvoir penser à quelque chose qu'on connaît qu'à quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est que même si on sait que le Soleil est une étoile de type G, on a trouvé des systèmes planétaires jusqu'au type B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des planètes, mais que ces planètes-là, en fonction de la température de surface de leurs étoiles, la zone habitable de cette planète, de cette étoile, va être plus ou moins grande. Et les planètes vont devoir être plus ou moins proches de cette étoile pour être habitables. Alors, qu'est-ce que c'est que la zone habitable? Il y a quelque chose de très simple à se rappeler, tout simplement parce qu'on est centré sur la vie telle qu'on la connaît. Eh bien, c'est la zone dans laquelle l'eau peut rester liquide à la surface d'une planète. Pourquoi l'eau? Parce que c'est quelque chose et l'eau liquide, parce que c'est quelque chose d'absolument fondamental et nécessaire au métabolisme de la vie telle qu'on la connaît. Donc, si vous êtes trop près de l'étoile, c'est trop chaud, l'eau ne peut pas rester à l'état liquide. Dans le système solaire, ce serait Vénus, en admettant. La zone habitable, c'est donc cette zone, c'est des distances où une planète peut se trouver et l'eau peut rester liquide à sa surface. Et si vous êtes en dehors de ça, c'est trop froid et on a des mondes glacés. Alors, si vous avez une étoile très lumineuse et très chaude, vous allez devoir vous trouver plus loin. La zone habitable qui est ici en vert, elle se trouve plus loin de l'étoile. De type solaire, ça se trouve dans cette région-là. Et si vous avez des étoiles plus froides, comme les petites étoiles K, eh bien, vous devez mettre votre planète beaucoup plus près de l'étoile pour que l'eau puisse être à l'état liquide. Alors, par contre, ce que vous gagnez dans des étoiles de type froide, c'est des étoiles qui brûlent leur énergie beaucoup moins rapidement que les étoiles plus chaudes. On a vu ça tout à l'heure. Une étoile comme celle-ci, comme de type O, elle va finir sa vie en quelques millions d'années seulement. Une étoile de type G comme le Soleil, elle a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années, ce qui est quand même suffisamment long. Et une étoile de type K, ça peut aller entre 60 milliards d'années à plusieurs millions de milliards, peut-être davantage. Donc, pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'il faut du temps à la vie pour se développer. Et ici, on n'a pas assez de temps. Avec les étoiles plus lumineuses et plus chaudes, la vie telle qu'on la connaît ne peut pas se développer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en fonction de ce qu'on connaît, nous, ce n'est pas possible. Alors maintenant, la zone habitable, c'est aussi quelque chose qui évolue dans le temps. Une étoile, c'est comme une personne, ça ne reste pas toujours la même chose. Quand notre Soleil il est né, il n'était pas aussi lumineux qu'il est aujourd'hui. Il avait environ 75% de sa luminosité. Et à l'époque, au début du système solaire, par exemple, plus que le Soleil était plus froid, eh bien, Vénus, la Terre et Mars était dans la zone habitable. Vénus en particulier. Mars était probablement un petit peu plus froide, mais Vénus était dans la zone habitable. Et on avait 3 planètes du système solaire qui avaient des océans à leur surface. Donc quelque chose de très très différent. Vénus avait un océan en sa surface, Mars avait des océans en surface et la Terre aussi. Mais quand le Soleil est rentré dans sa séquence principale, c'est-à-dire dans sa vie d'adulte, et qu'il a commencé à avoir une luminosité qui ressemble à celle qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, tout ça a changé. Vénus s'est retrouvée expulsée en quelque sorte. Elle était toujours au même endroit, mais l'étoile devenant plus lumineuse, il a fait plus chaud, il y a un effet de serre qui s'est développé et Vénus est devenue beaucoup trop chaude pour que l'eau puisse rester à l'état liquide. La Terre est toujours à l'intérieur de la zone habitable, mais elle est à la limite externe, c'est-à-dire qu'il faudrait peu de choses en fait pour qu'on ait des effets de serre qui commencent à s'emballer.
Et Mars est à l'intérieur de la zone habitable aussi, mais la raison pour laquelle Mars n'a pas d'eau à sa surface maintenant, c'est parce qu'elle a perdu son atmosphère très rapidement et aussi son champ magnétique. Donc, la zone habitable, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et il faut garder ça aussi en tête pour se dire quelle est la probabilité, pardon, que la vie évolue sur une planète, quelle est la probabilité pour qu'elle puisse durer et qu'elle puisse durer suffisamment longtemps pour qu'on passe d'une vie simple à une vie complexe. Alors maintenant, on va commencer à parler un petit peu de la vie elle-même. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas du tout changé, par contre, depuis les années 60, c'est qu'on n'a toujours pas une définition consensuelle pour la vie. On ne sait pas ce que c'est que la vie. On sait ce que la vie, elle fait, on sait la reconnaître, mais on n'a pas de définition. On en a environ un peu plus d'une centaine de définitions. Ce sont des définitions de travail. Et celles qu'on utilise en exploration planétaire et en astrobiologie, c'est celle-ci. Un système chimique autonome, capable d'évolution darwinienne. Ça veut dire tout simplement qu'elle est capable de s'adapter au changement. Voilà, c'est l'évolution de Darwin. Et ici, un petit moyen mémotechnique de vous souvenir de ce que la vie est. C'est de la chimie, des éléments comme le phosphore, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le soufre. Ce sont les éléments, les atomes qui nous composent et qui sont combinés en molécules. Et aussi des environnements. Alors, la Terre, la vie, pardon, elle a besoin d'un environnement où on va avoir de l'énergie, des nutriments, des refuges, une source d'eau et une source de carbone. Et pourquoi une source de carbone? Tout simplement parce que c'est la charpente des molécules qui nous composent. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur la vie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, évidemment, ces éléments, ils sont extrêmement communs dans l'univers et ce n'est pas par hasard qu'on est fabriqué avec eux, tout simplement parce qu'ils ont été fabriqués depuis très, très longtemps. Les molécules qui sont les briques de la vie, on les retrouve, on en a découvert dans l'univers datant d'il y a un petit peu plus de 12 milliards d'années. Ça veut dire que l'univers a commencé à produire ces molécules très, très rapidement et elles sont fabriquées au cœur des étoiles. Les étoiles vivent leur vie. Quand elles ont fini, elles explosent et elles relancent des éléments de plus en plus lourds dans l'univers. Et les atomes qui composent la vie, ils viennent de là. L'eau, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement commun dans l'univers. Donc, même si c'est un modèle qui est un peu biaisé parce que c'est le nôtre, on peut se dire que c'est quand même quelque chose qui est assez commun dans l'univers. Ce qui va varier, c'est comment les molécules s'organisent et aussi leur géométrie. Et ça peut donner des variations absolument énormes dans ce à quoi la vie peut ressembler. Alors, aussi, maintenant, on peut s'intéresser aux environnements pour l'origine de la vie. Il y a deux grandes écoles à l'heure actuelle en astrobiologie et elles ne sont pas du tout opposées. Mais encore une fois, si on revient en 1960 ou 61, à l'époque où Drake a écrit son équation, ce qu'on a, c'est l'expérience de Miller qui a essayé de reconstituer ce qu'on pensait être l'atmosphère de la Terre primitive et les conditions et voir un petit peu si ça nous permet d'avoir des molécules complexes. Alors, il a réussi à former dans son expérience de laboratoire des molécules complexes, des molécules aussi qui ressemblent aux composés d'ADN. Il a réussi à en reconstituer quelques-unes. Mais ce qu'on pense, c'est donc qu'on avait besoin d'eau, on avait besoin d'énergie, vous le voyez là avec les volcans, avec la foudre, etc. Mais en 1961, on n'a pas une idée très, très claire. Aujourd'hui, c'est un petit peu toujours la même chose, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'effectivement, comme on a besoin d'eau, d'énergie, de nutriments, etc., tout ce dont on a parlé tout à l'heure, la vie est probablement apparue autour de grands centres géothermaux ou hydrothermaux. Ça veut dire là où vous avez beaucoup d'énergie qui vient de la Terre et pas de la surface, parce qu'à l'époque, la surface de la Terre, elle était un petit peu beaucoup hostile. On n'avait pas de couche d'ozone, ça veut dire qu'il y avait des rayons
des rayons solaires et des rayons UV qui tombaient, qui étaient extrêmement nocifs. Mais donc, au fond des océans, on pense que la vie et les éléments pour la vie auraient pu s'assembler autour de ce qu'on appelle des fumeurs noirs. Ça veut simplement dire que ce sont des endroits où vous avez un échange entre le plancher océanique et le manteau de la Terre, et vous avez ces failles, et vous avez une énorme chaleur et le magma qui passe au travers et qui crée ces cheminées. Alors, vous avez des grandes sources de minéraux, vous avez beaucoup de gradients chimiques qui se créent, c'est un environnement qui est très favorable. En tout cas, on a cru pendant très longtemps que c'était probablement l'endroit où la vie était apparue. Aujourd'hui, il y a d'autres modèles qui sont proposés et qui disent qu'en fait, on a besoin d'avoir des successions de cycles secs et de cycles humides pour permettre à la chimie de devenir beaucoup plus complexe et d'assembler des molécules beaucoup plus longues. Et donc, le fond des océans, ben, c'est peut-être pas la solution, mais la surface, ce serait peut-être mieux. Et même si on avait des conditions hostiles en surface, peut-être que l'hostilité, justement, peut-être que le rayonnement a favorisé la formation de la vie. Donc, deux thèses aujourd'hui qui ont l'air de s'opposer. Il y a d'autres modèles, il y a d'autres théories, mais elles ne s'opposent pas véritablement, parce qu'il est probable que la vie soit apparue de manière différente à différents endroits sur Terre et qu'elle ait disparu aussi parce qu'au moment où elle se forme sur Terre, notre planète est toujours bombardée par des astéroïdes et des comètes qui font des dizaines ou des centaines de kilomètres de diamètre. Donc, c'est un environnement extrêmement hostile. Mais quoi qu'il en soit, on pense aujourd'hui qu'en tant qu'environnement, c'est de là où vous avez des sources de chaleur très abondantes, c'est là où la vie se forme. Alors, encore une fois, quel rôle ça joue dans l'équation de Drake? Ben, c'est très favorable parce que dès que les planètes se forment, si vous êtes dans la zone habitable, vous avez de l'eau, il y a une énorme énergie qui est dégagée par des impacts. De toute façon, vous allez avoir du volcanisme, ce qui veut dire que ce genre de scénario est probablement extrêmement commun dans l'univers. Et puis, il y a d'autres modèles aujourd'hui pour l'apparition de la vie, et c'est plus du domaine de la nature de la vie. Alors, en quoi ça diffère? Ici, on regarde plutôt quelles sont les caractéristiques universelles de la vie. Pas seulement les environnements où elles naissent, les environnements peuvent favoriser le développement de la vie, mais qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que sa nature? Alors, il y a des gens qui regardent, il y a des chercheurs qui regardent du point de vue biophysique et qui vont s'intéresser à des processus tels que la thermodynamique, à la diffusion de l'énergie, à la dissipation de l'énergie et à l'entropie. Et ces deux-là sont reliés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce modèle-là, c'est un modèle qui s'intéresse plus à des caractéristiques universelles et beaucoup plus intéressant parce que celui-là nous donne accès à la vie telle qu'on ne la connaît pas. Tandis que si on regarde l'origine de la vie, ça nous ramène irrémédiablement à la vie telle qu'on la connaît. Les caractéristiques universelles de la vie telles que la thermodynamique et l'entropie, ce sont des choses qu'on va retrouver à travers l'univers. Donc, c'est peut-être une signature de la vie qui est universelle. Ça, c'est là où on en est aujourd'hui. À l'époque où Drake a écrit son équation, on était déjà un petit peu au courant de ça. Il y avait quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui est Schrödinger, qui s'intéressait aussi à l'origine de la vie, à la physique quantique. Et en 1942, il avait commencé à parler de qu'est-ce que la vie et à développer ce genre de théorie. Maintenant, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Dans l'équation de Drake, on parle des environnements favorables à l'apparition de la vie, mais une fois que la vie est apparue, qu'est-ce qui se passe sur une planète? Eh bien, ce qui se passe, c'est que au début, vous avez un environnement physique et chimique quand la planète se forme, et donc cette physique et cette chimie, elle va vous donner des contraintes pour que la vie puisse apparaître. Vous allez avoir des contraintes de température, des contraintes de pression, des contraintes d'environnement. Et donc, ça vous donne le domaine dans lequel la vie peut apparaître. Mais une fois qu'elle est apparue, alors cette planète, elle va changer complètement. Parce que la vie et l'environnement évoluent en parallèle. La vie façonne, la planète façonne la vie. Une fois que la vie est sur la planète, elle va transformer l'environnement.
Je peux vous donner un bon exemple. Par exemple, l'atmosphère que vous respirez aujourd'hui, elle n'a pas du tout été créée par l'évolution de l'atmosphère primitive de la Terre. C'est parce que vous avez des petites algues bleues et vertes qu'on appelle des cyanobactéries qui ont commencé à prendre le dioxyde de carbone de l'atmosphère primitive et à le transformer pour leur métabolisme et à rejeter de l'oxygène dans l'atmosphère. Et ce faisant, non seulement elles ont transformé l'atmosphère de notre planète, ce qui a amené toute la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi elles ont changé la signature de notre planète dans l'espace. Il faut que vous pensiez à la vie et à l'environnement comme un système, ce qui vous explique aussi tous les changements, en tout cas une grande partie des changements climatiques qu'on observe, et en particulier à l'heure actuelle, c'est que la vie peut transformer l'environnement aussi bien que l'environnement transforme la vie. Et dans ces cas-là, on peut assister à des tas de changements. Il y en a qui sont liés à l'évolution cosmique, à l'évolution astronomique. Vous avez des cycles comme les glaciations, les périodes où la planète est plus chaude, etc. Quand le climat change, la vie doit s'adapter. Quand vous avez un type de vie qui devient différent, alors l'environnement change parce que le métabolisme de la vie entraîne des transformations biologiques et géologiques qui ont des impacts sur l'environnement. Le plus grand exemple à l'heure actuelle, c'est l'activité humaine qui est en train de transformer l'atmosphère de notre planète et aussi l'environnement. Alors, maintenant, on a parlé tout à l'heure de la zone habitable et du fait que on a besoin d'être à une certaine distance d'une planète, d'une étoile pour que la planète soit dans la zone habitable. Mais après les années 60, il y a des tas d'autres études qui ont été faites et on a commencé à découvrir ce qu'on appelle les environnements extrêmes sur Terre. Ça veut dire les environnements extrêmes, c'est des endroits où la vie survit dans des conditions physiques et chimiques qui nous sont, à nous, humains, extrêmes. C'est toujours relatif, bien évidemment. Mais par exemple, vous allez avoir des algues rouges, vous voyez, dans le lac, ici, ce n'est pas des minéraux qui donnent la couleur à ce lac, c'est la présence d'algues qui ont développé des pigments pour se protéger de radiations ultraviolettes extrêmement courtes et néfastes. Ici, on est au sommet d'un volcan à presque 6000 mètres d'altitude. Donc, pour nous, ce n'est pas un environnement, d'abord à 6000 mètres d'altitude, il n'y a pas vraiment d'oxygène suffisamment pour un humain pour survivre. On est en état de survie pendant une trentaine de jours, mais on ne peut pas vivre en permanence à ces altitudes-là. Mais par contre, ces algues-là, elles sont parfaitement adaptées. Elles ont développé leur écran solaire, si vous préférez, leurs pigments ici, et elles sont parfaitement contentes. Vous avez d'autres stratégies d'adaptation. Ce que vous voyez, cette zone verte ici et un petit peu plus rose, ce sont des algues qui vivent à l'intérieur de roches, très près de la surface, et elles ont créé un habitat à l'intérieur de cristaux translucides. Alors pourquoi elles se mettent là? Tout simplement parce qu'elles vivent aussi dans des environnements où il y a beaucoup de rayonnements ultraviolets qui sont néfastes et qui pourraient détruire leur ADN. Mais en se mettant à l'abri à l'intérieur de ces roches qui sont translucides, elles laissent passer la lumière solaire photosynthétique qui leur permet donc d'avoir de l'énergie, mais ça crée une barrière pour les rayons plus néfastes et plus courts. La même chose ici, ce que vous voyez dans cette main, cette personne, elle tient une roche. Vous voyez la même chose, des algues ici, à l'intérieur, elles vivent à l'intérieur de cristaux. Ici, vous avez un cristaux de sel à droite, vous avez des micro-organismes qui vivent à l'intérieur de ces roches pour exactement les mêmes raisons. Ce que vous voyez en bas et à gauche, ces couleurs différentes, ce sont différents niveaux de pigments aussi d'algues qui se protègent contre les rayons UV. Elles vivent dans des environnements qui sont extrêmement acides. Alors, quelle est la leçon ici? Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce que du moment où vous avez de l'eau, de l'énergie, des nutriments, une source de carbone et un refuge, il n'y a pas besoin d'être dans la zone habitable pour que la vie puisse se développer. C'est ce qu'on a appris après les années 60 en explorant les environnements extrêmes sur Terre. Par contre, ça vient avec des contraintes. Vous comprenez bien que vivant dans des environnements tels que celui-là, c'est très difficile de développer de la complexité.
On trouve beaucoup d'organismes extrêmement résilients, extrêmement robustes dans ces environnements extrêmes, mais pas beaucoup de vie très complexe. Par contre, ça nous offre des horizons sans fin pour chercher la vie ailleurs dans l'univers et pour commencer dans notre système solaire. Ce que vous voyez ici, c'est la planète Mars. Vous la voyez, c'est un cratère d'impact ici. Vous voyez de la glace, mais aussi les changements climatiques, ce que vous voyez ici dans des strates. Sur Mars, vous avez une source d'eau, vous avez de l'énergie, des nutriments, des sources de carbone et des refuges. Alors, l'atmosphère n'existe plus vraiment sur Mars, elle est 165 fois plus ténue que sur Terre. Ça veut dire qu'elle n'est pas suffisante pour protéger la surface des rayons nocifs qui viennent de l'espace. Par contre, on a toujours de l'eau. On l'a en surface sous forme de glace, quelquefois des écoulements saisonniers, des nutriments, on a trouvé du phosphore, du magnésium, etc., des sources de carbone, on a des volcans partout, donc ce n'est pas un problème. Et les refuges sur Mars aujourd'hui, c'est la subsurface. Ça veut dire que la vie n'est probablement plus possible en surface sur Mars, mais si elle a existé, si elle s'est développée très tôt dans l'histoire de la planète, quand la planète ressemblait à la Terre, eh bien, elle est toujours présente sous la surface parce que lorsque vous allez sous la surface d'une planète, vous avez une augmentation de pression. Aujourd'hui, la pression sur Mars en surface, elle est un tiers de celle de la Terre. Vous avez la gravité, pardon, est un tiers de celle de la Terre. La pression, elle est beaucoup moins forte. On a 6 millibars de pression, donc 165 fois moins fort que la Terre, et on n'a pas beaucoup d'atmosphère. Mais par contre, si vous allez sous la surface, alors la pression de la roche fait que entre 500 mètres et 1 km de profondeur sous la surface, eh bien, vous avez une pression et une température qui est équivalente au niveau de la Terre sur Terre. Donc, vous avez la possibilité d'avoir de l'eau liquide sous la surface sur Mars, et on sait qu'elle est présente. On a des tas d'évidences de ça, avec des écoulements saisonniers qui arrivent encore quelquefois et qui se produisent en surface. Donc, Mars, c'est un candidat, pas pour la vie en surface, pas pour de la vie très développée, mais si la vie a commencé il y a 4 milliards d'années sur Mars, elle est toujours présente sous la surface. On a des traces d'écoulement ancien d'eau. Vous voyez un delta ici, en tout cas des strates qui font partie d'un delta martien. C'est une image qui a été prise par le rover Perseverance. Vous voyez des galets qui ont été amenés par une rivière ici et des strates qui montrent que ça s'est passé au cours d'épisodes successifs. Donc, on a quand même l'espérance que par le passé, Mars était suffisamment favorable pour que la vie puisse s'y développer. On a l'évidence scientifique maintenant, mais la vie en surface est plus possible. Donc, si elle existe, elle est sous la surface. Et ce qu'on sait de Mars dans notre système solaire, par exemple, c'est qu'elle était globalement habitable dans son premier milliard d'années, que l'environnement était favorable au développement de la vie microbienne. Et ça, c'est important parce qu'on sait que la vie microbienne est apparue extrêmement rapidement sur Terre, peut-être seulement 100 ou 200 millions d'années après que la planète se soit refroidie. Et les conditions sur Mars, à cette époque-là, étaient à peu près les mêmes que celles de sur la Terre. Et aussi, on a une planète qui est très semblable géologiquement, de manière environnementale, à celle de la Terre. Alors, est-ce que Mars est toujours habitable sous la surface? On ne le sait toujours pas, mais par contre, on a des traces de méthane. On n'en connaît pas l'origine. Ce n'est pas forcément la vie. Il peut y avoir des hypothèses cosmiques pour le méthane, des hypothèses géologiques, mais l'hypothèse biologique est toujours possible. Et aussi, on essaye aujourd'hui de trouver des traces, ce qu'on appelle les biosignatures de la présence de la vie sur Mars par le passé. Alors, pourquoi on parle du système solaire? Parce que, bien évidemment, c'est toujours notre étalon. Dans l'équation de Drake, on parle d'environnement planétaire favorable. Notre laboratoire, ici, c'est le système solaire. On a 8 planètes et on essaie de comprendre combien il y en a qui ont développé la vie. On sait que la Terre, c'est évident, on est là, on se pose des questions. On sait aussi qu'il n'y a pas d'autres civilisation avancée dans notre système solaire, mais par contre, on essaye de comprendre s'il y a d'autres vies qui a éclos dans notre système solaire, tout simplement parce que, encore une fois,
par le jeu des statistiques et les lois de la nature, plus on trouve de choses petites et simples, plus on a de chances de trouver des choses complexes et évoluer. Donc voilà pourquoi c'est tellement intéressant et tellement important de aussi s'intéresser aux formes plus simples de la vie et à commencer par notre système solaire. Alors Mars, c'est une chose, c'est plutôt pour la vie passée en surface et la vie actuelle sous la surface. Par contre, quelque chose qu'on a appris aussi pour notre système solaire, c'est que il y a seulement quelques années, on pensait que la Terre seule était un monde océan dans le système solaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 17 mondes à l'intérieur du système solaire qui pourraient avoir des océans, qu'ils soient visibles ou cachés. Alors, les océans visibles dans le système solaire, c'est la Terre, bien évidemment. Il y a Titan aussi, on va en parler dans un moment, mais Titan, ce n'est pas des océans, des mers ou des lacs d'eau, c'est du méthane. Et pour tous les autres, ils sont cachés. Mais par contre, ils ont tous les ingrédients qu'on peut espérer pour trouver la vie. On va commencer par Europe, qui est un satellite de Jupiter. Ce que vous voyez ici à droite, c'est la surface d'Europe qui ressemble vraiment à une coquille d'œuf cassée. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une couche de glace qui en fait est en train de glisser sur une couche de glace plus ductile. Ça ressemble un petit peu à la tectonique des plaques sur Terre. Ce n'est pas exactement ça, mais en surface, ça crée ces failles, etc. Et donc, ce qu'on pense, c'est que sous la surface, vous avez donc cette couche de glace, les fracturations à cause des mouvements de marée que Jupiter impose sur Europe. Vous avez une petite lune qui est glacée, qui tourne autour d'une planète géante, mais elle n'a pas une orbite qui est circulaire. Elle a une orbite qui est un tout petit peu elliptique. Ça veut dire que quand elle s'approche de Jupiter, les effets de gravitation sont extrêmement forts. Quand elle s'éloigne, ils sont un petit peu moins forts. Et ça, donc, ça joue, ça fait des pressions sur la coquille glacée d'Europe et ça la casse. Et ce que ça fait aussi, ça crée des frictions à l'intérieur. Et cette friction, vous le voyez dans le diagramme à droite ici, ça crée de l'énergie. Cette énergie, ça dégage de la chaleur, ce qui fait fondre la glace de ce petit monde et ce qui crée un océan. On pense qu'à environ une vingtaine de kilomètres sous la surface d'Europe, on a un océan. Vous voyez le schéma qui se répète ici. On a une source d'énergie, on a de l'eau, on a des sources de carbone et des minéraux, des nutriments. Ici, on se trouve un petit peu dans le scénario du fumeur noir dont je vous parlais sur Terre. Et, très important, on a un contact avec la surface. Non pas que quoi que ce soit puisse survivre à la surface d'Europe à cause des radiations de Jupiter, mais simplement parce que le rayonnement de Jupiter et le rayonnement cosmique interagissent avec la surface et la glace de surface, ce qui crée des molécules organiques. Et donc, ces molécules organiques, ça peut servir de nutriments et ça tombe à l'intérieur de ces failles, à l'intérieur de l'océan. Donc, Europe, c'est vraiment un candidat très, très favorable pour la recherche de la vie dans le système solaire. Et en ce moment, il y a une sonde de l'ESA qui s'appelle JUICE, qui est en train de voler vers Europe pour nous parler un petit peu de l'habitabilité des mondes glacés de Jupiter. Et il y en a un certain nombre. On a Ganymède, on a Europe, il y a Callisto, il y a tout un tas d'autres. Il y a aussi la sonde américaine Europa Clipper qui va arriver. Et toutes les deux missions de l'ESA et de la NASA vont étudier Europe et les autres systèmes glacés, les autres mondes glacés de Jupiter. Dans le système de Saturne, on a un petit peu le même schéma avec un autre petit monde, une petite lune, un petit satellite qui s'appelle Encelade. Vous voyez le même schéma qui est un petit peu répété ici, sauf que c'est un petit peu plus spectaculaire sur Encelade parce que les failles au pôle sud sont vraiment dirigées vers Saturne et on a des geysers. On a des geysers et là, on sait beaucoup plus sur la présence de l'océan sous la surface d'Encelade parce que dans ces geysers, on a été capable d'échantillonner, la sonde Cassini est passée au travers, a fait des études, on sait qu'on a un océan salé, que les minéraux qu'on a collectés ont été formés à des températures d'environ 90 degrés. C'est la seule manière pour eux de pouvoir se former, ce qui veut dire que l'océan est chauffé et qu'il doit y avoir donc une circulation interne
Quand vous avez de l'eau chaude, ça monte. Au fur et à mesure qu'elle monte et qu'elle arrive au contact de la glace, elle va se refroidir, donc elle va redescendre. Ça crée des circulations très, très importantes pour permettre aux nutriments de circuler à l'intérieur. Donc, un autre candidat très, très favorable pour la recherche de la vie dans le système solaire. Et là, par contre, on n'a pas de mission projetée encore, mais beaucoup comment dire, de projets qui sont sur les planches ou dans les planches en ce moment. Ce que vous voyez ici, donc au milieu, c'est les geysers sur Encelade. Et à droite, ce sont les failles et les fractures de la même chose que pour Europe. Quand Encelade s'approche de Saturne, eh bien, la croûte, elle est comprimée à cause de la gravité. Et quand elle s'éloigne, la croûte se relâche parce que la gravité est un petit peu moins forte, les pressions de gravité. Ce sont ce qu'on appelle des marées gravitationnelles. Donc ça fait partie des 2 meilleurs candidats dans le système solaire avec Mars. Et puis il y a Titan. Alors on en a parlé tout à l'heure. Titan, c'est le seul autre monde dans le système solaire où on a des mers et des lacs liquides en surface. Mais ce ne sont pas des mers faites avec de l'eau. Elles sont composées de méthane et d'éthane. Ce sont des hydrocarbures, tout simplement parce que elle est loin du soleil, il y a très peu d'énergie, ce sont les températures, c'est la chimie qui est possible avec les températures que l'on a. Ce qui est très intriguant dans l'atmosphère de Titan, c'est qu'on se retrouve dans une configuration un petit peu d'une Terre primitive, mais au frigidaire. Donc on assiste en quelque sorte à la formation de molécules organiques telles qu'elles ont pu se former au début de l'histoire de la Terre. Et la chimie est telle, la réaction avec le peu de soleil qu'il y a est telle que vous avez des molécules organiques complexes qui se forment dans l'atmosphère et qui pleuvent littéralement à la surface. Donc, vous avez des pluies de molécules organiques qui tombent à la surface et qui tombent dans ces mers et ces lacs d'hydrocarbures. Alors, ne me demandez pas ce que ça donne. Je ne suis pas biochimiste d'abord pour commencer. Je ne sais pas si la biochimie, si la chimie de la vie est possible dans de telles conditions, mais c'est des modélisations qui sont faites à l'heure actuelle. Titan est un monde complètement à part. C'est notre chance dans le système solaire d'essayer d'avoir un exemple de vie telle qu'on ne la connaît pas. Alors, pour reparler des molécules organiques qui tombent à la surface, il y a celles qui tombent dans les lacs et les mers d'hydrocarbures, et il y a celles qui restent en surface. Vous avez des champs de dunes à la surface de Titan, mais contrairement à la Terre, ce n'est pas du sable tel qu'on le connaît, ce sont des molécules organiques. Et là, il y a une mission de la NASA qui s'appelle Dragonfly, qui veut dire la libellule, qui est en fait un rotorcraft, qui est un énorme drone avec de la taille du rover Perseverance, pour vous dire la taille qu'il a, qui va se déplacer, qui arrivera sur Titan au début des années 2030 et qui va aller de site en site pour explorer, essayer de comprendre si on a un début de chimie organique qui s'est développé. Encore plus intriguant à la surface de Titan, c'est que si à la surface, on a des lacs et des mers d'hydrocarbures, sous la surface, on a un océan d'eau. Et là, on retourne dans une chimie qui est plus telle qu'on la connaît. Mais ça veut dire qu'on a un monde d'hydrocarbures qui côtoie un monde à queue, où on a une chimie qui est centrée autour de l'eau. Et on se demande ce qui se passe. Est-ce qu'on a une activité biologique? Est-ce qu'on a suffisamment des conditions pour que la vie se développe? Quoi qu'il en soit, on va peut-être avoir un moyen de le savoir parce qu'il y a des volcans sur Titan. Alors évidemment, il fait très très froid. Ce n'est pas des volcans comme nous on les connaît. La chose la plus chaude sur Titan, c'est en fait la glace d'eau. Et donc, on a sur Titan un volcanisme de glace d'eau. Et ce volcanisme nous permet de faire remonter à la surface du matériel qui, en fait, se développe et se forme sous la surface. Donc, c'est quelque chose aussi de très important pour nous. Essayer d'aller explorer dans ces régions où on a des volcanismes de glace pour voir si on n'a pas des traces de l'activité de la vie qui sont ramenées à la surface, et ce qu'on appelle les biosignatures.
Ça fait beaucoup de choses à emmagasiner, beaucoup d'informations pour vous à la fois, mais c'est pour vous montrer à quel point notre connaissance a changé par rapport à ce qu'on savait dans les années 60 et à quel point l'équation de Drake est en train d'évoluer au niveau des connaissances que l'on a de chaque paramètre que Frank Drake avait conçu à cette époque-là. Mais ce n'est pas tout. Dans le système solaire, aujourd'hui, on se rend compte avec les observations qu'on a faites que même dans le système d'Uranus, des lunes comme Miranda, Umbriel, Puck et Ariel ont probablement aussi des océans sous leur surface. Même si on est tellement loin du système solaire, il est possible qu'on ait des conditions d'environnement qui soient habitables. Alors, est-ce qu'habitable, ça veut dire habiter? Peut-être pas, mais simplement, aujourd'hui, on repousse les limites de l'habitabilité à des milliards de kilomètres d'une étoile comme le Soleil. La même chose pour Neptune. Ce que vous voyez ici, ces traces noires, ce sont des traces de geyser, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de liquide et sous pression qui se trouve sous la surface de Triton que vous voyez là, ici. Cette image que vous voyez, c'est la sonde Voyager qui l'a prise. Les différentes images que vous voyez ici, c'est Neptune, qui est la planète autour de laquelle vous avez Triton et tous ces satellites qui orbitent. Neptune photographié par Voyager 2, par Hubble et plus récemment par le James Webb qui met bien en évidence un système d'anneaux aussi. Mais le plus important, c'est donc ces geysers qui sont actifs à l'heure actuelle, ce qui veut dire qu'il y a toujours un océan sous la surface de Triton. Et là, par contre, on pense véritablement à retourner sur Triton. Bon, je vais passer un petit peu plus rapidement maintenant pour qu'on puisse avoir du temps pour les questions. Mais ce que vous voyez là aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup plus de probabilités que ça. En fait, on a 17 mondes d'océans, mais on a trouvé aussi des traces d'océans dans des toutes petites lunes des planètes naines aussi, y compris Pluton. Alors, on revient à l'équation de Drake. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Avec toute cette nouvelle connaissance que l'on a environ 200 à 400 milliards de planètes seulement dans notre galaxie. On sait qu'il y en a environ 300 millions qui sont habitables. On ne sait pas si elles sont habitées véritablement. Combien y en a-t-il parmi toutes ces planètes qui ont une habitabilité suffisamment longue et des conditions suffisamment favorables pour qu'elles soient habitées et qu'on puisse entrer en communication avec des civilisations? Alors, aujourd'hui, la probabilité, on sait que il y a toujours que nous, parce que on n'a pas encore, on écoute, on a les réseaux SETI, les réseaux de radiotélescopes qui écoutent, on n'a toujours pas entendu de communication, mais il y a des tas de raisons. On peut se demander où ils sont. S'il y a tellement de probabilités, il devrait y avoir tellement de civilisations, où est-ce qu'ils sont? Pourquoi on n'entend personne? Alors, il y a des tas de raisons pour ça. On va voir les 3 derniers termes de l'équation de Drake. D'abord, il faut que la vie simple ait le temps de passer à une vie intelligente. Et la vie intelligente, on sait qu'on en a des tas d'exemples sur Terre. On n'est pas les seuls, on n'est pas la seule espèce intelligente. Il y en a plusieurs centaines. Vous connaissez les plus évidentes, les dauphins, les éléphants, les baleines, les chimpanzés. Tout ça, ce sont des civilisations intelligentes qui communiquent, qui ont des langages, qui vivent en société et qui sont extrêmement raffinées pour la plupart, mais ce ne sont pas des intelligences qui sont en mesure de communiquer ou d'échapper à leur planète. Elles n'ont pas développé un programme spatial, elles n'ont pas développé de télescope. Elles se posent peut-être des questions, mais pas au point de pouvoir entrer en communication avec d'autres civilisations. Et puis, il y a aussi le fait que bien, les civilisations, elles ont plus ou moins de durée, et vous pouvez avoir des civilisations très évoluées. Regardez ici avec l'exemple de l'Égypte. C'est quelque chose de très raffiné, mais là encore, on avait de l'astronomie, on avait des mathématiques, mais pas encore le moyen de communiquer avec l'extérieur. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu. Si vous pensez à la civilisation humaine il y a seulement 200 ans,
Le moyen le plus rapide de se rendre d'un point à un autre, c'était le cheval le plus rapide que vous puissiez vous payer. Il suffit donc qu'on soit seulement éloigné en distance et en développement de quelques centaines d'années avec une autre civilisation pour qu'on ne puisse pas communiquer, pour que ces civilisations soient à côté de nous et qu'on n'ait absolument pas connaissance du fait qu'elles y soient. Et puis, il y a aussi la technologie. Il y a aussi la technologie et notre connaissance de l'univers. Alors, il est possible qu'il y ait déjà des messages qui passent tout autour de nous, mais qu'on ne soit pas capable de les reconnaître, tout simplement parce qu'on n'a pas encore la technologie ou parce qu'on n'a pas encore la connaissance scientifique suffisante. Donc, ces nombres-là, aujourd'hui, on pense que les civilisations extraterrestres ont une énorme probabilité d'être présentes. Et le fait pour lequel elle ne répond pas, bien, il y a des tas de raisons. Et en particulier, on va voir, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le grand silence. Pourquoi on n'entend personne? Alors, le paradoxe de Fermi, c'est essayer de se dire, eh bien, peut-être qu'ils ne veulent pas communiquer avec nous, peut-être qu'ils nous observent, peut-être qu'ils se cachent, mais tout ça, en fait, ça montre simplement qu'on se pose des questions vis-à-vis de nos propres craintes. Je parle de la psychologie extraterrestre ici, tout simplement parce que si vous avez d'autres êtres, d'autres civilisations, ils sont le fruit de l'évolution, d'une coévolution entre une planète, un environnement et eux-mêmes qui est différent d'une autre. Et la manière dont on pense, la manière dont on réfléchit, elle est complètement liée à la planète avec laquelle on vit. Notre cerveau, le système neural qu'on a développé, c'est en réponse à l'environnement que nous connaissons sur Terre et notre évolution. Donc, il est tout à fait probable qu'un cerveau, s'ils ont un cerveau extraterrestre, il sera différent d'une autre. Donc, le paradoxe de Fermi, c'est de dire, puisqu'il y a autant de possibilités, mais qu'on n'entend personne, pourquoi ils ne sont pas là? Et toute la liste de choses qu'on donne, c'est en fait des réflexions vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a les limites de connaissance, évidemment, dont je parlais tout à l'heure. Notre technologie, notre connaissance, eh bien, elle est ce qu'elle est. On fait beaucoup de progrès, la science avance, mais elle est encore limitée. On a aussi une technologie qui est naissante. Et puis, il y a tout simplement le fait qu'il y a des énormes distances vis-à-vis dans l'espace. On parle d'années-lumière. Imaginez une civilisation extraterrestre qui est avancée. Elle est donc par nécessité beaucoup plus loin que nous. Et ce qui veut dire que s'il faut des millions d'années pour qu'un message nous arrive, eh bien, ça prend du temps. Et peut-être que le message est déjà passé, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Et il faudra des millions d'années pour nous pour qu'on puisse répondre. Donc, les distances, ça reste un problème. Et je voudrais revenir avec le facteur L avant de finir complètement. C'est de dire aussi que, eh bien, il y a des tas de raisons pour qu'on puisse voir ou ne pas voir une civilisation extraterrestre. Il se peut qu'une civilisation extraterrestre nous ait envoyé un message il y a quelques milliers d'années ou quelques millions d'années, mais il y a des événements comme le facteur L qui est la durée de visibilité de cette civilisation extraterrestre. Peut-être que cette civilisation, elle a disparu parce que, eh bien, si on prend l'exemple sur la civilisation terrestre, peut-être qu'elle s'est annihilée, des guerres, c'est possible. Peut-être qu'il y a un événement cosmique comme un astéroïde ou une comète qui est venu et qui a détruit cette civilisation. Peut-être qu'il y a un événement dans l'environnement qui a détruit cette civilisation. Peut-être que cette civilisation s'est détruite, autodétruite elle-même en détruisant son environnement. C'est une possibilité aussi. Mais il y a aussi une possibilité que cette civilisation soit devenue tellement avancée qu'on ne soit plus capable de détecter sa présence parce maintenant, elle se confond complètement avec le fond de l'univers. Donc, il y a des tas de raisons pour ça. La seule chose qu'on peut continuer de faire, c'est d'étudier et de multiplier les technologies pour interroger l'univers, c'est-à-dire les radiotélescopes, mais aussi regarder si on ne reçoit pas des communications laser et utiliser la technologie qu'on a, en particulier l'intelligence artificielle, pour essayer de décoder les signaux qu'on reçoit, parce que notre cerveau est limité, comme je le disais tout à l'heure. Il est complètement branché et fabriqué pour comprendre les schémas sur notre planète. Si les schémas sont différents,
l'intelligence artificielle a plus de possibilités de les découvrir que le cerveau humain. Donc, tout un tas de questions. Il y a quelqu'un, je vais terminer là-dessus, comme ça on va pouvoir commencer les questions. Il y a quelqu'un qui a une autre réponse pour savoir pourquoi on n'a pas reçu encore de signal. Et c'est Calvin qui nous dit que le signe le plus sûr que la vie intelligente existe ailleurs dans l'univers, c'est que personne n'a essayé de nous contacter. Et quand on voit l'état de la Terre aujourd'hui, on peut se dire que probablement il a raison. Voilà, je vais arrêter là. J'ai débordé un tout petit peu, mais on va laisser la place aux questions maintenant. On fait venir les éléments. Bien, alors, ce qu'on va faire, on va prendre le temps de poser quelques questions. Pour pas qu'il y ait trop d'interférences, les élèves volontaires qui viennent à la place de M. Tréguin. Oui, devant. Là. Devant la caméra quand même. Et je pense que ça se passe. Allez, bien. Jérémy. Allez, Jérémy. C'est juste devant la caméra, c'est bon. Bon, vous avez beaucoup parlé de science, mais je vais Attendez. On va quand même écouter les questions. Vous avez beaucoup parlé de science, mais là, je vais plus parler de votre vie, de votre parcours professionnel, parce que je pense que ça intéresse aussi beaucoup de personnes. Par exemple, quels sont les éléments qui ont guidé dans votre vie à faire une carrière dans la science, alors que, comme vous l'avez dit, vous avez parti plus dans les lettres, et ensuite, après votre sortie de l'université Panthéon-Sorbonne, pourquoi suivre la recherche? J'ai toujours voulu m'intéresser à l'univers. Pour répondre à ta première question, ce qui m'a guidée toujours, c'est ma passion. C'est ma passion pour ce que je voulais faire. Et l'idée que, quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles, je ne devais pas lâcher. Je ne devais pas lâcher parce que, et c'est important que vous vous souveniez de ça, c'est votre vie. Tous les jours de votre vie, vous devez vous lever et aller faire quelque chose. Si vous devez faire quelque chose, faites en sorte que ce soit quelque chose que vous aimiez, parce que le restant de votre vie, c'est long. Et pour moi, c'était une passion avec l'univers. Et il s'est trouvé que quand j'étais au lycée, au collège, le développement des maths et de la physique a changé, c'est devenu plus centré sur les maths modernes, etc. Et j'ai un petit peu perdu pied dans les sciences, ce qui fait que je me suis quand même accrochée, j'ai fait un petit peu des détours et des contours, mais j'ai aussi rencontré quelqu'un, j'ai passé un bac A, donc je l'ai eu, je n'ai pas eu de problème, j'ai fait une double mention, j'ai fait une terminale D ensuite. Là, par contre, je n'ai pas eu ce bac-là et j'avais 17 ans. J'avais toujours une année d'avance. Je me suis dit, il est temps de prendre les choses sérieusement et de me donner une méthode de travail. C'est pour ça que j'ai en fait ensuite fait lettres Hippocagne, tout simplement parce que je voulais me donner une méthode de travail. Et j'ai eu cette chance de tomber sur un professeur qui était absolument passionné, qui s'intéressait à la géologie, à l'environnement physique, à la climatologie, à l'hydrologie. Et ça m'a donné une première vision. En fait, la première planète à laquelle je me suis intéressée du point de vue physique, ça a été notre planète, la Terre. Et aujourd'hui, j'en suis extrêmement reconnaissante parce que ça me permet de revenir sur des choses beaucoup plus présentes avec une vision justement plus planétaire, si je veux dire. Donc, j'ai fait cette année-là en Hippocagne, j'ai eu cette méthode de travail et ensuite, je suis rentrée à l'université de Nanterre où je me suis intéressée aux sciences de l'environnement. Je faisais donc beaucoup de climatologie, beaucoup d'hydrologie, je m'intéressais à la morphologie aussi. Donc, comme tu vois, c'était déjà m'intéresser à ce qui se passe sur les planètes, mais c'était sur la nôtre. Et ensuite, c'est une question de rencontre. Mais les rencontres, elles peuvent se produire dans la vie que si on pousse, si on continue de pousser, si on reste immobile au même endroit et qu'on se donne aucune chance, ça n'arrive pas. Hein. Donc, c'est mon conseil. Et c'est ça, c'est pas que j'ai choisi ensuite d'aller vers les planètes. Quand il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit, je connais votre passion, est-ce que ça vous intéresserait de venir travailler avec nous pour vous intéresser aux planètes? C'est-à-dire qu'en fait, si je veux résumer, au moment où je pensais que j'étais partie à 180 degrés de ce que j'aimais, de ce que je voulais faire, c'est cette passion qui m'a rattrapée. Et aujourd'hui, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est que
ce chemin un petit peu errant, qui me semblait errant à l'époque à laquelle je l'ai vécu, c'était en fait un chemin qui m'a donné tous les outils aujourd'hui pour avoir une vision multidisciplinaire. Je suis capable en sciences de pouvoir m'intéresser à l'environnement, au climat, à l'hydrologie, à rapporter tout ça à l'origine de la vie et aux planètes telles qu'on les voit et à l'évolution planétaire, à l'habitabilité. Donc, pour répondre à tes questions, 2 conseils. Ne lâche jamais, en fait, il y en a 3. Ne lâche jamais. Ne laisse personne te dire qui tu peux être ou qui tu ne peux pas être. Et donne le plus d'outils possible à ta boîte à outils. C'est important d'avoir une vision globale. Il y a quelque chose que les lettres m'ont apporté aussi, c'est la philosophie. J'ai passé des heures entières à faire de la philosophie. J'aimais ça, j'aimais ça. Mais quelquefois, je me disais, mais ce n'est pas exactement ce que je veux faire. Aujourd'hui, dans la position que j'occupe, ça me permet de questionner les questions. C'est ce qu'on appelle l'épistémologie. Et ça me permet de remettre en cause la manière dont on cherche la vie dans l'univers. Donc, le plus important, c'est de suivre ton cœur et suivre ta passion. Jamais lâcher. Et la vie, elle fait le reste. Merci. Merci. Il n'y a pas de quoi. Qui? Une autre question? Oui. Ah, il s'approche, il s'approche. Oui, oui. C'est la pression de la caméra, je pense. Ouais, non. Attention. J'ai encore jamais mangé personne. Allez, allez, tu peux te pencher. Hop, là on est devant. Bonjour. Moi, Voilà. Bonjour. J'ai la lumière derrière toi. Plus dans le rayon de soleil. j'avais une question. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Anatole. Bonjour Anatole. Bonjour. J'avais une question qui relève peut-être plus de la biochimie, mais c'était pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de recréer à partir d'un environnement neutre de la vie directement sur Terre, en essayant avec diverses expériences de voir si la vie peut se développer à partir d'un environnement sans vie. Donc, ce que tu décris, c'est Urey et Milner, ils l'ont fait dans les années 50. Donc, ça, c'est l'expérience d'Urey et Milner qui ont essayé de recréer les conditions de chimie prébiotique sur Terre. Et en fait, ils y sont assez bien arrivés parce que ce n'est pas la vie, il n'y avait pas la vie, mais ils ont commencé à montrer qu'on pouvait obtenir des acides aminés. Ils en ont obtenu quand même pas mal. Et montrer que les molécules simples, organiques, pouvaient aussi, dans certaines conditions d'environnement, avec des éclairs qu'ils ont simulés, simplement par des chocs électriques, on pouvait arriver à former, à partir de ce qu'on pensait être les conditions d'environnement terrestre il y a 4 milliards d'années, des molécules organiques simples, ensuite des molécules organiques complexes et des acides aminés. Donc, on peut le faire. Il y a des gens aujourd'hui, ça devient un petit peu plus facile parce qu'on a l'intelligence artificielle et la modélisation qui nous permet aussi de jouer beaucoup plus avec les molécules, avec les environnements planétaires. J'ai moi-même dirigé une équipe qui faisait justement ça en 2018, en essayant de comprendre si on pouvait utiliser certaines exoplanètes, l'atmosphère de certaines exoplanètes et l'environnement qu'on connaît pour essayer de voir le type de biochimie qui pourrait se développer, mais aussi savoir s'il y a certains des organismes extrémophiles dont j'ai parlé tout à l'heure qui pourraient survivre dans de tels environnements. Donc, on n'en est pas là où il y a un achoppement à l'heure actuelle avec les gens qui s'intéressent à l'origine de la vie et aux environnements, c'est qu'il y a toujours ce point où on essaye de créer cette cellule. Alors, on arrive à des prototypes de cellules, mais il y a un achoppement. On ne sait toujours pas si l'ARN est venu en premier, si les cellules sont venues en premier, si le métabolisme est venu en premier. Il y a toujours des tas de questions. Et quand on regarde tous les modèles qui se présentent, il y a quelqu'un qui te dira la vie, c'est l'ARN en premier. La vie, c'est la cellule en premier. La vie, c'est le métabolisme en premier. La vie s'est formée dans l'argile. La vie s'est formée dans le froid. La vie s'est formée dans le chaud. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'on essaye un modèle, on arrive à le faire fonctionner. Ce qui, moi, me dit en fait que la vie a pu probablement apparaître dans des tas de conditions différentes, qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le modèle le plus résilient, celui qui a résisté au changement de notre planète.
Mais c'est peut-être pas le seul, en fait. Mais pour répondre à ta question, c'est des choses qui se font, exactement. Et tu penses exactement comme il faut. On a besoin de connaître quelles sont les conditions primordiales sur Terre. Et ça, c'est un petit peu le problème qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup d'archives de ce passé-là. Comme tu sais, la Terre est une planète extrêmement complexe, extrêmement active, et on a perdu pratiquement toutes les archives géologiques il y a 4 milliards d'années. Il y a très, très peu d'endroits sur Terre qui ont gardé le souvenir de ça. Il y a ce qu'on appelle des cratons, ce qui sont en fait des restants de blocs continentaux qui existent, très, très anciens. Les plus anciens ont 4,1 milliards d'années. On a ça au Groenland, on a ça au Canada et un petit peu en Australie, mais c'est très, très peu. Et le seul souvenir qu'on a de ces époques-là, c'est des cristaux de zircon qui sont extrêmement, extrêmement robustes et qui, eux, ont persisté au travers du temps et qui sont à peu près de la taille d'un cheveu humain. On a quand même réussi à les faire parler, en quelque sorte, parce qu'à l'intérieur de ces zircons, on est capable, en extrayant les matériaux qui se trouvent à l'intérieur, il y en a certains qui contenaient des éléments de graphite à l'intérieur desquels on a trouvé du carbone 12 en abondance. Alors, ça paraît être une histoire un petit peu compliquée, mais c'est pour te dire à quel point c'est complexe. Grâce à ces zircons, on savait qu'il y avait des continents qui existaient déjà à cette époque-là sur Terre, qui étaient en train de se former. Il y avait des masses terrestres qui étaient en train de se former. On sait aussi qu'il y avait des océans sur Terre à cette époque-là, il y a 4,1, 4,2 milliards d'années. Et à l'intérieur de ce zircon, qui n'est pas plus grand qu'un cheveu, on a retrouvé du graphite et à l'intérieur de ce graphite, un excès de carbone 12. Pourquoi c'est tellement important? Parce que généralement, quand on a un excès comme ça de carbone 12, ce qui est un isotope, c'est la vie qui le produit. La vie préfère le carbone 12 au carbone 13, tout simplement parce que la vie, elle est paresseuse et que ça donne beaucoup moins de travail pour dissocier les joints, si tu veux, entre les molécules. Donc, on a très peu, très, très peu d'archives de la période de l'AD1, ce qu'on appelle l'AD1, qui est la première période, époque géologique terrestre. Et il faut qu'on reconstitue ça. Donc, pour nous, c'est un petit peu essayer de comprendre avec ce qu'on a, quel était l'environnement terrestre de cette époque-là. Et à partir de là, on peut essayer de créer des biochimies différentes. Autrement, on peut faire tout ce qu'on veut. On a des laboratoires, on fait ces choses-là. Il y a des tas de laboratoires. Tu devrais regarder si tu as accès à Internet. Google ces choses-là. Il y a des tas d'informations qui sont données sur les nouvelles biochimies, les nouveaux modèles biochimiques. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dans le rayon de lumière. Il va apparaître. Voilà, plusieurs questions. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai plusieurs questions, je me permets, j'en profite. Du coup, ma première question, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à aller creuser, se déplacer, aller sur d'autres planètes et étudier là-bas et pas rester que sur notre planète à nous? Peut-être que vous avez beaucoup parlé de distance et du problème aujourd'hui avec le fait qu'il y a vraiment ce problème de distance-là. Est-ce que ce ne serait pas bénéfique pour nous de se positionner sur plusieurs planètes? Je ne sais pas si c'est possible, hein, et d'étudier là-bas. Une deuxième question par rapport à ça, c'était… On va commencer avec la première. On va prendre les questions une par une. Alors, pour la première, bon, on fait ça dans le système solaire. Hein. On a déjà pas mal de vaisseaux spatiaux qui sont posés sur des planètes et sur des satellites. Il y a la sonde Huygens qui a été sur Titan. On y retourne sur Titan bientôt. On va s'y poser. Sur Mars, on y est pratiquement en permanence. On a 2 sondes qui vont vers Europe. Il y a Clipper qui se posera sur Europe. On a des sondes qui se sont posées sur Vénus. Mais je pense que tu parles plutôt d'autres planètes ailleurs en dehors du système solaire. Alors, le problème, c'est les distances. Et à l'heure actuelle, la sonde la plus rapide que l'on a avec notre technologie, c'est la sonde Solar Parker qui étudie le Soleil.
Je ne me rappelle plus à combien elle va, mais c'est absolument faramineux. Je peux regarder ça extrêmement rapidement. Mais le point le plus important, c'est qu'il lui faudrait environ 6000 ans pour aller à Beta Pictoris, qui est la planète la plus proche de nous. C'est très long. 4 années-lumière. 6000 ans. D'accord. Donc, c'est la technologie où on en est. Et on est en train de parler à l'heure actuelle de développer des voiles solaires propulsés avec des lasers qui nous permettraient d'y être beaucoup plus rapidement parce qu'on atteindrait une fraction de la vitesse de la lumière. Mais ça mettrait quand même une quarantaine d'années. D'accord. Et est-ce que un changement de planète, parce qu'on sait que notre planète, ça va pas très bien, etc. Est-ce que ça serait possible de changer de planète, que toute l'espèce humaine actuelle parte sur notre planète et qu'on y habite définitivement, enfin pour un temps en tout cas? Ça serait possible? Ça serait envisageable? Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée de toute façon. Ok. Parce que d'abord, à l'heure actuelle, on n'a pas les moyens, on commence à peine. Hein, quoi que ce soit que tu entendes dire par Elon Musk, Ouais, c'est ça. la première étape pour aller sur Mars, de toute façon, on n'a pas la logistique à l'heure actuelle de pouvoir rester sur Mars. On n'a absolument pas la logistique d'envoyer 1 million de personnes sur Mars. Ensuite, comment tu choisis le million de personnes en question? Et le problème, c'est pas de développer un plan B dont on n'a pas les moyens à l'heure actuelle. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que si on n'a pas résolu nos problèmes en tant que civilisation à l'heure actuelle sur cette planète et sur la manière avec laquelle on interagit avec notre environnement, on va emmener nos problèmes ailleurs. On n'aura rien résolu. Le problème, c'est pas de transférer l'humanité ailleurs sur une autre planète, c'est d'apprendre à vivre en harmonie avec notre planète. C'est ça le plus important. Et crois-moi, je suis absolument pour l'exploration planétaire, je suis absolument pour aller sur Mars, etc. Et c'est ce qu'on est en train de faire, parce qu'en explorant d'autres planètes, on fait des progrès technologiques, et on ramène cette technologie qui nous permet aussi d'étudier la Terre et de mieux la comprendre. Mais à l'heure actuelle, l'espèce humaine est une espèce qu'on peut considérer parasite à la surface de la planète. Elle vit en coévolution avec sa technologie et plus avec l'environnement. Et donc, ça crée un déséquilibre parce que les gens ont le sentiment qu'ils coévoluent avec la technologie, mais ils ne se posent pas la question de savoir où les matériaux, où les ressources sont prises pour créer cette technologie. Le résultat, c'est un grand sursaut d'énergie qui réchauffe la planète. On prend des habitats aux autres espèces qui ont autant le droit de vivre sur notre planète et on réduit l'espace pour ces autres espèces. On est en train de créer une 6e extinction de masse, mais ce qu'on réalise pas, c'est qu'on est aussi en train de couper la branche sur laquelle on est assise. On ne peut pas vivre sans la biosphère telle qu'elle existe. On a le sentiment, et c'est vrai qu'on est l'espèce alpha, on est en haut de la chaîne à l'heure actuelle, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que si nous, on disparaît, l'ensemble de la biosphère terrestre vivra beaucoup mieux que si les producteurs primaires, qui sont ces petits microbes auxquels on ne prête absolument pas attention, mais qui font la photosynthèse, qui créent l'énergie, qui nettoient, qui filtrent l'atmosphère, si eux disparaissent, la biosphère, c'est un château de cartes. Si eux, ils s'en vont, tout s'effondre. Alors, je crois qu'avant de chercher une autre planète, il est important pour nous d'essayer de comprendre comment vivre avec la nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à mes yeux et auquel je vais porter beaucoup plus d'attention. Et il y a un autre manuscrit que je suis en train de préparer qui parlera exactement de ça. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on parlait du facteur L tout à l'heure, ce facteur de durée d'une civilisation. À l'heure actuelle, on est en train de le vivre. Et vous, en particulier, vous êtes la génération qui allait en subir les conséquences les plus grandes de la transformation qui existe à l'heure actuelle. Elles seront moins grandes si on peut agir maintenant, si vous devenez les acteurs de ce rééquilibrage. C'est possible. On n'est pas fichu, on n'est pas foutu, etc. On va vivre avec les conséquences de quelque chose qu'on ne comprenait pas très bien.
mais dont on est en train de prendre conscience, qui est notre impact sur l'environnement. Rappelez-vous de ça, toute votre vie. Vous n'êtes pas des observateurs extérieurs dans votre planète. Vous coévoluez avec votre planète. Les transformations que la vie, elle met sur la planète, elle se réajuste parce que c'est un système. La chaleur qu'on voit, l'augmentation de température qu'on voit, l'acidification des océans, c'est simplement un réajustement physique et chimique, une réponse à ce que nous sommes en train de mettre dans la planète. Donc, c'est mon plus grand souhait et c'est en fait ma demande. Sachez que personnellement, et l'institut que je représente, et des tas de gens dans le monde à l'heure actuelle, des tas de gens qui sont en position de pouvoir essayer de faire quelque chose, sont en train d'essayer de pouvoir faire quelque chose. Mais pour vous, il faut changer cette mentalité de dire que cette planète, c'est notre terrain de jeu, qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est pas vrai, on peut pas. Et si on détruit la biosphère, on se détruit nous, on disparaît nous. Donc, c'est aussi ma demande à votre génération de devenir beaucoup plus conscient de votre rôle dans le rétablissement d'une harmonie et dans la survie de notre civilisation. Vous êtes cette génération charnière qui va faire en sorte que le facteur L pour la Terre, il sera long ou il sera court. D'accord, merci beaucoup. Et dernière question, vous avez beaucoup parlé du CETI, etc., mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que vous faites concrètement. En fait, c'est quoi vos journées? Sur quoi vous travaillez en ce moment, peut-être, si vous pouvez nous dire. C'est quoi une journée type quand on travaille au CETI et qu'on est astrobiologiste? Eh bien, je veux dire, la journée type, il n'y en a pas, et c'est ça qui est merveilleux. En fait, il y a des tas de choses différentes. C'est une position qui, moi, me donne, alors c'est pas nécessairement typique, mais ça me donne beaucoup de liberté. Je porte plusieurs, je ne sais pas comment on dit en français, mais je suis la directrice du centre de recherche. Ça veut dire que dans ce domaine-là, Dieu merci, j'ai un CIO qui est compréhensif et je lui dis que j'acceptais la position si je ne faisais pas d'administration. Je suis une chercheuse d'abord. Donc, de ce côté-là, je ne fais pas d'administration, c'est très bien, mais par contre, je m'occupe de la vision stratégique de la recherche de la vie dans l'univers à l'Institut. C'est-à-dire que c'est d'essayer de voir comment on peut amener des disciplines, le genre de discipline dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit l'astronomie, on a six divisions de recherche, l'astronomie, l'astrophysique, on a l'astrobiologie, les exoplanètes, l'environnement et le climat, on a l'exploration planétaire et on a SETI. Et pour moi, mon rôle, c'est d'essayer de comprendre comment je peux amener ces différents domaines à se parler et à regarder les questions qu'on a sur la recherche de la vie. Quelle est l'origine de la vie? Y a-t-il de la vie ailleurs? Quel est le futur de la vie sur Terre et ailleurs? Comment on peut regarder et trouver des nouvelles solutions d'exploration en amenant ces différentes disciplines à se parler dans des projets multidisciplinaires. Comme je te disais aussi ou à ton camarade, je m'intéresse aussi à l'épistémologie, c'est-à-dire que dans ma recherche, je questionne les questions. Aujourd'hui, on adresse les questions de la recherche de la vie. On a un modèle qui est le modèle terrestre et on s'intéresse essentiellement à l'environnement pour l'origine de la vie. Je questionne ça, j'essaye d'amener des modèles biophysiques un petit peu plus maintenant pour donner plus d'outils. Et pour ma recherche, eh ben, ma recherche, c'est un petit peu tout ça, essayer de comprendre qu'est-ce qui rend un monde habitable, quel genre de vie survit et comment on peut détecter cette vie, c'est-à-dire développer des technologies et des instruments. Donc ça, c'est mon côté chercheur. Je vais sur le terrain, j'ai des équipes multidisciplinaires avec moi, je les emmène dans des milieux extrêmes, dans les Andes ou dans d'autres déserts. Faites de la plongée aussi. Pardon? Faites de la plongée extrême aussi. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Ça fait aussi, c'est pour ça que je vous dis de bien travailler à l'école parce que, comme je disais en riant souvent, je dis aujourd'hui, je suis payée pour faire le genre de choses qui m'auraient fait avoir des heures de colle à l'école ou être punie par mes parents. Parce que, bah oui, je plonge dans des lacs de volcans, j'escalade des volcans, mais tout ça, ça fait partie. C'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est pensé. Quand je plonge dans des volcans, c'est pas pour accumuler les records,
On les a accumulés un petit peu sans le savoir. C'est simplement parce que j'ai besoin d'échantillons pour répondre à des questions que la science, elle pose. Et donc, tout ça, ça fait partie de mes journées. Alors, évidemment, tout ça, ça se fait pas en même temps. Il y a des moments où je passe plus de temps derrière mon bureau à écrire des articles de recherche ou à écrire des projets de recherche que je soumets à la NASA ou à d'autres instituts euh, gouvernementaux pour avoir des financements. C'est la compétition tout le temps, mais ça fait du bien la compétition, ça permet de rester en forme et mentalement surtout. Donc, il y a cet aspect-là, écrire des papiers, des articles qui sont le résultat des recherches qu'on a faites sur le terrain ou d'expériences qu'on a faites. On publie. Il y a l'organisation de conférences, l'organisation de workshops, la recherche fondamentale, donc l'épistémologie ou autre chose. Et puis, il y a aussi l'écriture de manuscrits, beaucoup maintenant, parce que je pense qu'il est temps aussi de partager. J'ai suffisamment de choses que je veux partager avec vous, avec le public en général. Et aussi quelque chose, une réalisation que j'ai eue, que je dois probablement à ce chemin errant que j'ai eu pour arriver jusque-là. Il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant, alors que je m'apprêtais justement à plonger dans le lac du Licancabourg, dans les Andes, à 6000 mètres, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit à mon mari à l'époque, j'ai dit, tu vois, ça fait quelques années qu'on vient là maintenant pour essayer de comprendre si Mars était habitable il y a 4 milliards d'années, mais regarde ce que cet endroit nous montre. Et ça faisait déjà 2, 3 ans qu'on venait et au fur et à mesure qu'on venait, le lac descendait. Cette année-là, il était remonté, mais en général, il avait tendance à s'évaporer. J'ai dit, cette montagne, elle nous dit aussi ce qui se passe sur Terre aujourd'hui et maintenant. Et à partir de ce jour-là, j'ai utilisé mes recherches, mes données, la technologie que je développe et les instruments que je développe, non seulement pour m'intéresser à la compréhension de l'habitabilité et de la coévolution de la vie et de l'environnement dans l'espace, mais aussi le ramener sur Terre et essayer de comprendre comment notre planète coévolue aujourd'hui avec la vie et comment on peut faire en sorte que la recherche spatiale, la recherche planétaire aide à mieux comprendre notre relation avec notre planète. Donc, à l'heure actuelle, c'est le manuscrit sur lequel je travaille. Vous en entendrez parler peut-être d'ici une année ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose de très important. Et en référence de ce dont on parlait tout à l'heure, ne pensez jamais aux solutions, on appelle ça escapistes ici, échappatoires peut-être en français. Notre planète, notre civilisation ne survivra pas à ce genre de stratégie. La durée, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qu'est la coévolution et comment coévoluer en harmonie avec notre planète. On peut être une civilisation technologique, on peut aller vers les étoiles, on peut faire toutes les choses qu'on fait aujourd'hui, mais on peut le faire avec beaucoup plus de respect avec la planète sur laquelle on vit. Et je pense que pour votre génération, je ne pense pas, j'en suis certaine, c'est la mission que vous avez. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça, pour essayer de nous ramener à notre place dans la biosphère. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci. Monsieur Dernier, c'est pour vous le mot de la fin. Moi, je suis toujours pas loin. Je vais le DJ aujourd'hui. Merci, Madame Cabrol. Face à vous, vous avez une centaine de visages qui sont restés attentifs, ébahis, très intéressés. Merci, merci d'avoir donné de votre temps. Je crois savoir qu'il est précieux. Merci. Ça fait partie des choses les plus précieuses que je puisse faire. Ah, vous les voyez, ils sont là, vous les voyez? Oui, je vous vois bien maintenant. C'est peut-être la partie la plus importante de mon travail. Et c'est de vous communiquer l'importance de devenir des citoyens planétaires. Et c'est un message que je voudrais. J'ai parlé aux Nations Unies il n'y a pas tellement longtemps et j'aurai probablement l'occasion d'y retourner. Mais pour moi, le plus important à l'heure actuelle, c'est il y a une chose qu'on peut faire qui est très simple et qui commence dans les maternelles et qui devrait poursuivre tout le monde. La première image que des enfants, des adolescents,
les adultes devraient voir n'importe où, c'est l'image que j'ai derrière moi, cette planète-là, cette planète bleue qu'il y a derrière moi, la Terre. Parce que quand vous la voyez depuis l'espace, vous avez tous entendu parler de l'effet de perspective. Depuis cette perspective-là, c'est une planète. Vous comprenez sa fragilité, vous comprenez aussi qu'il n'y a pas de frontières vues depuis l'espace. Depuis l'espace, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de langage différent. Les couleurs de peau, les langages différents, tout ça, c'est simplement une version de la biodiversité qui existe sur Terre et pas autre chose. On est tous pareils, on est tous des citoyens planétaires et on ne pourra avancer en tant que civilisation que le jour où on aura compris ça. Et votre génération a un rôle absolument primordial à jouer quand il s'agit de ce message. Donc, pour moi, le plus important dans toutes les écoles, la première image qu'on devrait avoir, c'est pas celle d'un président d'un pays, c'est pas nécessairement celle d'un drapeau, ça vous fait pas perdre votre identité. Bien sûr, vous êtes né en France, bien sûr, vous êtes né français, bien sûr, vous avez une culture, mais votre culture, elle n'est pas supérieure ou inférieure à n'importe quelle autre culture de cette planète. Elle est simplement une manifestation de la biodiversité de cette planète. Et ce que vous avez à défendre aujourd'hui, c'est la survie de cette biodiversité et c'est la survie d'une civilisation. Alors, je pense que vous avez du travail devant vous. Sachez que vous avez des adultes pour vous épauler, pour vous montrer le chemin, parce que malgré tout ce que vous pouvez entendre, il y a des gens qui travaillent. Et si vous avez des gens en qui vous devrez placer votre confiance, c'est des chercheurs qui font le travail tous les jours et qui vous disent qu'il faut faire attention, que les choses changent, qu'elles ne sont pas favorables à l'espèce humaine aujourd'hui, mais qu'il y a encore des solutions. On n'a rien à gagner. Les chercheurs, ils ne deviennent pas riches. Les chercheurs, ils n'ont pas des investissements dans des compagnies pétrolières ou dans des compagnies qui font beaucoup d'argent sur le dos d'un mauvais message pour le changement climatique. Le changement, il existe, il est véritable. Et si on prend chacun de nous prend conscience qu'on peut faire quelque chose, alors là, tout est possible. C'est le seul moment où je dirais qu'être 8 milliards à la surface de la Terre, c'est peut-être positif. C'est que si chacun d'entre nous fait un petit quelque chose, à la fin de la journée, ça devient un gros quelque chose parce qu'on est nombreux. Dans l'état des faits, il faudrait qu'on soit à peu près la moitié pour que ce soit soutenable pour la planète. Mais à l'heure actuelle, on en est là. On n'est pas perdu, on est grand, on est fort, on peut réagir, on peut le faire, mais seulement si on prend conscience. Alors gardez en mémoire toute votre vie que c'est ça qui est important, c'est l'image qui est derrière. C'est pas moi, c'est pas nécessairement les gens qui parlent. Moi, je suis là que pour passer un message. Ce qui est important, c'est la planète qui est derrière vous, c'est votre futur. Alors faites en sorte de bien y travailler. On compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais aller commencer la mienne. Et puis, ben, j'espère qu'on se reverra. Merci beaucoup, on se reverra bientôt, Nathalie. Allez. Bonne journée, bonne soirée pour nous. Merci. Au revoir.